Anthony Kess, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bonjour, Marie-Ange. Bonjour Maury, bonjour Roland, bonjour à tous. Bonjour Omar. Commençons par une question qui préoccupe tous les Béninois et dont on parle ces temps-ci. C'est bien la cherté de l'huile d'arachide qui, une fois encore, est en train de monter en puissance en ce qui concerne le prix du litre, mais aussi du bidon qui a doublé pratiquement. J'ai entendu une dame hier en parler sur une radio, voilà. Et aujourd'hui, le litre de l'huile, je n'ai pas fait le tour du marché, mais il me semble hier que j'avais entendu 2000 francs sur la radio. On parle de 1700, d'autres parlent de 1800. Oui, Oumar et un jour, la cherté de l'huile, c'est une denrée de première nécessité. Utilise, voilà. C'est une denrée de première nécessité. Et quand ça augmente comme ça de prix, c'est que le panier de la ménagère ressent un coût. Et quand c'est le cas, tout le monde se lève pour demander qu'est-ce qui ne va pas en réalité. Parce qu'en réalité, tout ce que les autorités font, tout ce que nous faisons comme effort, les stratégies politiques, tout ce que nous mettons en place comme œuvre pour améliorer le quotidien des populations, le véritable baromètre pour mesurer tout ça, c'est justement cela, c'est le quotidien. Comment est-ce qu'on vit au quotidien? Et pour savoir aussi comment est-ce qu'on vit au quotidien, c'est comment est-ce que nous achetons les denrées de première nécessité. Et je pense qu'il faut pouvoir penser à ce qui ne va pas à ce niveau-là. Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, je crois il y a normalement un barème qui est défini à chaque fois pour certaines denrées comme ça, comme l'huile, comme je sais pas moi, le maïs, le gari et toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que les autorités ne montent pas au créneau pour essayer comment on appelle, de voir ce qui cause cette inflation-là, ce qui cause le fait que les prix augmentent comme ça? Est-ce que ce n'est pas de la spéculation au niveau donc, des grossistes, peut-être même des petits vendeurs? Qu'est-ce qui est à la base? Il faut qu'on en sache les raisons. Et s'il y a des raisons, essayons de pallier le problème. Parce que l'huile, c'est nécessaire. Il n'y a pas un Béninois aujourd'hui qui va cuisiner sans pouvoir utiliser de l'huile. C'est une denrée de première nécessité. C'est essentiel. Il faut que les autorités s'y penchent réellement, notamment comment on appelle le ministère concerné, je crois que c'est le ministère du commerce. Voilà, donc il faut vraiment se pencher sur le sujet. S'il faut donner plus de moyens, c'est pas moi, à nos industries, parce qu'on fabrique de l'huile au Bénin. Je ne vais pas citer de société, mais on fabrique de l'huile au Bénin. Donc s'il faut donner plus de moyens à ces sociétés-là, s'il faut leur faciliter et comment on appelle les moyens de pouvoir s'approvisionner en matières premières, il faut trouver les moyens il faut faire en sorte pour que ce prix-là baisse, sinon ça deviendrait invivable et à un moment les populations vont monter au créneau et c'est pas bien. Donc, Anthony, après donc, les coques qui ont fait que le prix du maïs a augmenté entre-temps, quels sont les animaux auxquels il faut attribuer maintenant l'augmentation du prix de l'huile? Voilà l'huile quand même qui a augmenté, le litre a augmenté, on a besoin de l'huile pour tout ce que nous faisons, tout ce que nos femmes font à la cuisine. Oui, il faut préciser que les prix du bidon de 25 litres, les bidons jaunes étaient entre 21 et 23 000. Aujourd'hui, c'est à 35 000, voire 40 000 au Bénin. Et donc, la différence est assez importante. Alors, un cadre du ministère de l'Agriculture a pris la parole et s'est expliqué sur la situation qui est prévue aujourd'hui et s'est attribué à un certain nombre de situations. N'oubliez pas que l'huile de table que nous consommons ici, la grande quantité vient soit de certains pays d'Europe ou soit comment vous appelez, de l'Asie du Sud. Parce que vous allez en Asie du Sud, c'est beaucoup plus la Malaisie, l'Indonésie, ces pays qui produisent de grandes quantités d'huile de palme qui est transformée en huile, ce que nous appelons communément, vulgairement en tout cas, à tort, huile d'arachide. C'est de l'huile de palme qui en réalité qui est raffinée comme ça que nous consommons. Et donc, la première raison évoquée, c'est qu'il y a une baisse de production, de récolte de l'huile de palme en Asie du Sud, notamment en Malaisie et en Indonésie. Donc, c'est la première raison évoquée par le cadre du ministère de l'Agriculture, Jérémy Dedjan, qui a parlé. Oui. Et puis après, il a évoqué aussi la baisse de récolte du tournesol et du colza.
parce que dans d'autres pays, c'est le tournesol et le colza qui sont utilisés pardon, pour l'huile. J'ai eu la chance de visiter une entreprise en Turquie qui fait de l'huile, qui envoie une grande partie de l'huile au Sénégal, en Tanzanie, au Ghana, au Nigeria. Donc, c'est des pays d'Europe également qui produisent de l'huile. À part, même en Suisse, vous allez voir des superficies de tournesol emblavé, de tournesol. Et c'est avec ça que les gens produisent l'huile que nous consommons ici. Donc, il y a l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de palme raffinée qui devient ce que nous appelons l'huile d'arachide. Et donc, les raisons évoquées, c'est qu'il y a une baisse de récolte dans ces pays et que ce n'est pas conséquent. Cette affaire qui a fait que, compte tenu de la pénurie et compte tenu de la demande qui est forte, c'est un système, c'est la loi du marché. Plus la demande est forte par rapport à l'offre, les commerçants trouvent leur profit et profitent de la surenchère parce que vous en avez besoin, vous n'avez pas de choix que de consommer. C'est la raison qui est évoquée. Seulement que moi, quand je ramène le contexte chez nous au Bénin, je me pose alors la question au gouvernement. Quand c'est comme ça, par ailleurs, les gens subventionnent. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Oui, justement, j'en viens. Et ces réactions devraient être spontanées. Alors, quand on sait que le gouvernement a promis de prioriser le social. Oui. C'est ça aussi le social. Justement, donc, il y a peut-être une part de responsabilité du gouvernement. Première chose, qu'est-ce que nous faisons par rapport à la question de subvention? Quand c'est comme ça, quelles sont les décisions que nous avons prises pour aider la population? Mais je vais plus loin. Nous produisons du coton depuis des années et aujourd'hui, depuis des années, on est fiers de dire que nous sommes premiers producteurs du coton. Mais il y a les graines de coton qu'on utilise pour faire de l'huile. D'ailleurs, une entreprise, il y a une huile qui est assez prisée au Bénin quand même, je ne citerai pas le nom pour le faire la publicité gratuite, mais qui appartient à qui vous savez, qui est produite à base de graines de coton. Et alors, est-ce que la première place que nous occupons là, nous n'avons pas assez de graines de coton pour en produire en quantité pour faciliter la tâche aux Béninois? C'est là que je me pose la question. Alors si ce n'est pas le cas, que faisons-nous? C'est vrai que quand vous prenez le PAG2, le gouvernement a prévu que plusieurs superficies seront emblavées en termes de palmiers à huile. Et donc nous savons très bien que les palmiers à huile, comme vous appelez les palmiers sélectionnés à partir de 3 ans, ça commence à produire. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec cette volonté du gouvernement qui nous a dit en 2021 que nous allons mettre beaucoup de palmiers en terre? Est-ce qu'aujourd'hui ce vœu a été concrétisé? Est-ce que véritablement on peut nous dire, voilà, à Épingle par exemple, nous avons 50 hectares de palmiers, à Alada nous avons 200 hectares de palmiers, à Gbagnezou nous avons 500 hectares de palmiers. Est-ce qu'aujourd'hui ça a été fait? Parce que ça a été, et j'ai lu, c'est encore le document chez moi, tous les jours, en tout cas, j'essaie de relire pour voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Donc, j'estime qu'à ce niveau, on a peut-être raison on peut poser la question au gouvernement. Et là, quand c'est comme ça, alors, limitons alors l'abattage des palmiers à huile. Limitons, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons de manque de problèmes. L'huile de palme, l'huile rouge que nous appelons, c'était à 6 700 francs. 6 700, pardon. Le bidon? Le bidon, c'était à 6 700, je crois. En quelle année? Sinon, l'année passée, jusqu'à maintenant, ça a fructifié entre 15 000 jusqu'à 10 000 et ça remonte. Oui, le plus bas prix à un moment donné, autour de 2021-2022, c'était, vous achetez ça à 6 000, 7 000. Aujourd'hui, c'est autour de 16 000, même 18 000. Il y a un problème. Ça a augmenté jusque-là. Oui. Récemment, c'était à 11 500. C'est déjà autour de 18 000 déjà. Ah oui? Oui, autour de 18 000. Donc, il y a un problème. Cela suppose que quoi? Devons-nous continuer à abattre les palmiers pour prendre du sodabi, du sodabi, et alors que l'huile peut nous servir? Parce que quand vous prenez un palmier debout, il y a plusieurs richesses. Et je crois que c'est ça qui a motivé d'ailleurs le chef de l'État à mettre des palmiers à la présidence. En face de la présidence, vous allez voir, on a planté des palmiers entiers. On est allé déterrer ailleurs pour les mettre, pour montrer. C'est une richesse. Le palmier qui est debout, d'ailleurs même en Côte d'Ivoire, je crois qu'on a partagé une image comme ça sur le plateau. Ailleurs, les gens mettent le palmier est debout, mais on extrait le jus. Oui, on a vu, vous avez ramené des photos comme ça. Pour faire, donc, et le palmier encore. Mais ici, on tue le palmier. Alors qu'un palmier debout, les branches, ça va faire les clés, ça peut protéger les maisons, ça peut faire des enclos. Les déchets qui sont issus du palmier, on peut les prendre pour faire du savon. Au fur et à mesure, donc même le régime de palme, quand vous enlevez les noix de palme, on brûle ça, on fait du savon, on fait ça du savon traditionnel avec ça. Donc j'estime qu'aujourd'hui, nous devons aussi revoir, parce que le chef de l'État, j'ai suivi une vidéo du chef de l'État il y a 2 jours qui disait que c'est un sujet qu'on le fait quand on se lève n'importe comment pour couper les arbres. Je pense qu'il faut trouver une bonne politique maintenant
pour s'insurger contre le fait qu'il faut qu'on abatte de façon anarchique les palmiers, parce que c'est une richesse debout. Un palmier debout qu'on abat, c'est que c'est pas bien pour nous. Donc, si c'est pour les quelques verres de soja que les gens doivent prendre, et parfois encore qu'aujourd'hui, on sait que c'est difficile d'en trouver même la qualité, j'estime qu'il faut revoir cette politique-là. Parce qu'on ne va pas tout le temps se rabattre sur la Malaisie, l'Indonésie. Écoutez, quand vous regardez l'histoire de la Malaisie, le Bénin produisait déjà de l'huile de palme avant la Malaisie. Nous produisions de l'huile de palme en quantité avant la Malaisie. Aujourd'hui, la Malaisie produit de l'huile de palme au point où ce pays est devenu, en tout cas, les cadres de ce pays sont devenus des experts qui apprennent aux Africains comment il faut entretenir le palmier, comment il faut extraire l'huile de palme. Il y a un problème en Afrique. Nous devons nous réveiller, réfléchir autrement. Donc j'estime que si c'est la Malaisie qui, autrefois, était loin derrière nous, qui doit encore produire, et qu'on doit se référer à ça pour dire, bon, parce que la baisse, il y a eu baisse de production là-bas, et par conséquent, c'est pour ça que l'huile coûte cher chez nous. Je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et je pense aussi que l'entreprise, il faut libéraliser le secteur au Bénin. J'estime qu'il faut libéraliser. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un monopole autour de la production d'huile, au Bénin, notamment l'huile avec graines de coton. Si on peut libéraliser, on peut ouvrir le secteur à d'autres acteurs. Peut-être que l'entreprise qui n'arrive pas à utiliser toute la quantité de graines de coton, et c'est un problème. Si on libéralise le secteur et qu'on ouvre à d'autres acteurs, peut-être que nous pourrons avoir de plus grandes productions, et ça va permettre aux populations, ne serait-ce que satisfaire au moins 60% des besoins de la population, et après, le reste, on recherche ça vers l'extérieur, et dans 10 ans, dans 20 ans, pourquoi pas, puisque le gouvernement a prévu de mettre des palmiers en terre, on peut avoir l'autosuffisance en termes de consommation d'huile. Très bien. Oui, vous avez envie de réagir par rapport à tout ce que oui, vous il avez il a lâché le mot au dernier moment. Je pense que le le vrai problème, c'est le problème d'autosuffisance. On a un problème d'autosuffisance alimentaire au Bénin, et ce qui fait qu'on est dépendant pratiquement de l'extérieur. On va rectifier. On n'a pas un problème d'autosuffisance alimentaire, on a un problème d'autosuffisance en matière de consommation d'huile. Parce que si on dit autosuffisance alimentaire, le gouvernement viendra dire que, ah non, attention, on n'a pas de problème. C'est bon. Moi, je le dis, je pense que c'est dans beaucoup de... Autosuffisance dans le domaine, en tout cas agroalimentaire, il y a un gros problème. On ne devrait pas normalement dépendre d'autres pays. Nous sommes en Afrique, nous avons les terres les plus arables, les plus grandes terres les plus arables, c'est chez nous. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas produire pour nous-mêmes, ne serait-ce que pour notre, comme on appelle, nos propres besoins. Donc il y a un problème d'autosuffisance. Il faut qu'on y réfléchisse véritablement. Et les stratégies mises en place, quelles sont ces stratégies-là aujourd'hui? On parlait avant de l'INRAB, on parlait de plein d'autres choses. Il a parlé tout à l'heure de palmier à huile. Oui, dans les années 70, le Bénin était pratiquement le premier producteur de palmier à huile dans le monde. Qui parlait de l'Indonésie, qui les connaissait? Est-ce qu'ils en produisaient même dans le temps? Mais au fur et à mesure, on n'a pas su structurer comment on appelle, le secteur. Structurer le secteur, c'est-à-dire quoi? Que l'État même peut-être achète le produit comment on appelle, aux populations, aux producteurs, et le revendre comme on le fait par exemple pour les produits, comment on appelle, les produits les plus exportés en Afrique, tels que le cacao, je sais pas moi, le coton et toutes ces choses-là. Structurer véritablement le secteur, mais on n'a pas su s'investir véritablement dans ce secteur-là, alors qu'on était bien parti. Voilà. Donc il y a un problème qui se pose, c'est justement restructurer certainement le secteur de comment on appelle, du palmier à huile, puisque c'est l'huile, il s'agit de l'huile aujourd'hui, et donc on voit un peu l'état dans ce secteur-là. Tous les champs de l'INRAB, de tous ces trucs-là, ces champs-là sont où aujourd'hui? On coupe les palmiers, pourquoi? Est-ce que c'est pour pouvoir avoir d'autres variétés de palmiers? Pourquoi est-ce que ça se fait? Donc il faut que les autorités réfléchissent par rapport à ça, et je pense que ça serait vraiment une bonne solution. Maintenant, par rapport à comment on appelle, à subventionner, est-ce que la solution sera de subventionner? C'est pas plutôt de chercher plutôt à produire chez nous? Puisqu'on a les matières premières. Mais en attendant, la population, on laisse la population crier, la population se plaindre. On ne va pas laisser les populations. Il a dit tantôt qu'il faut que comment on appelle, les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce montent au créneau pour savoir déjà les raisons. Si c'est juste les raisons du fait qu'il y a un manque et que les anciens stocks sont là parce que les gens voient qu'aujourd'hui, comment on appelle, ils augmentent les prix de leur propre chef, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Maintenant, quand les matières premières augmentent de prix, quand comment on appelle, les denrées comme ça prennent, enfin, quand il y a l'inflation, ça ne dépend pas forcément des gouvernants, hein, vous savez, c'est le marché quelquefois qui décide. Et il a bien expliqué, quand il y a, comment on appelle, quand l'offre est basse par rapport à la demande, il y a forcément, voilà, il y a des spéculations, il y a on va dire, des commerçants véreux qui quelquefois essaient. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut essayer de régler. On ne va pas jeter forcément tout le tort sur les autorités,
mais à un moment aussi, il faut agir en réprimant, en interdisant que les gens augmentent de manière anarchique les prix aussi. D'accord. À la une. Moi, je crois que, vous savez, quand moi je grandissais, j'ai grandi à Alada Togoto, et il y a une localité qu'on appelait Dessa. En allant à Dessa, entre Alada, Togon et Rinvi, vous allez voir assez de palmeraie. Il y avait Uka Grand Rinvi, Uka à Gonvert, ou quelque chose dans le plateau là-bas. Et c'était des palmiers à huile. Et moi, on se levait à 2 h du matin quand il pleut pour aller chercher des escargots. On revendait, donc, parce que sous les palmiers, on avait beaucoup d'escargots. Mais au fil du temps, quand je grandissais, entre-temps, je suis revenu à Clavier, et un jour, je constate qu'on a tué tous les palmiers et qu'on a morcelé les terres. Et puis, tous ceux qui étaient propriétaires terriens à qui on avait pris les parcelles à l'époque pour mettre les palmiers, on les a appelés, ma famille y compris. Hein, moi, j'estime qu'il y a qu'à nouveau, à un moment donné, nous avons failli. Nous avons failli en ce sens que ces palmiers étaient une grande richesse. Et chaque mois, on produisait de l'huile de palme. Il y avait la Sonicol qui utilisait l'huile de palme pour faire du savon. Palmida. Aujourd'hui, vous avez du palmida sur imagine, mais pas le palmida de bonne qualité. C'est très cher en plus. Oui. Palmida chinois. Voilà. Non, il faut poser, oui. Palmida chinois. Vous savez, le palmida chinois ça se rapproche un peu plus même de notre premier palmida. Par rapport à l'odeur, tout ça. Et aujourd'hui, on nous fabrique un palmida bizarre, impossible même de l'utiliser. Si tu laves même le bol que tu prends pour manger avec, il faut le laisser se reposer pendant longtemps. Si tu le prends immédiatement, l'odeur reste toujours. C'est pas comme l'ancien palmida. Donc, il y a une certaine chose. Je pense que c'est la politique des différents gouvernements qui sont succédés. Pour dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a pris la décision d'abattre ces palmiers et de morceler les domaines et pour dire que chaque famille revient prendre sa possession ou autre dans une certaine mesure. J'estime qu'il faut repartir à ces fondamentaux, faire en sorte que des domaines qui existent dans certaines localités, qu'on essaie d'aller mettre des palmiers, pas les déposséder pour déposséder et vendre le mètre carré à 500 francs. Hein. Donc, il faut trouver... Oui, il ne faut pas le faire parce que si on le dit après... Mais il y a les domaines de l'État aussi, tout ce qui a parlé à l'INRAP dont je parlais. Oui, voilà, on peut mettre des palmiers. On fait des expérimentations, on faisait des expérimentations chaque fois. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus ça, Parce que les intérêts ont changé à un moment donné, parce que les gens sont concentrés sur d'autres secteurs. C'est vrai qu'à Alada, où je connaissais le palmier, c'est l'ananas qui est prisé aujourd'hui à Alada. Je pense qu'on peut repartir à ça. Tous les domaines, quand vous voyez là où il y a le camp militaire, allez demander aujourd'hui à Alada, ces domaines, il n'y avait rien que des palmiers. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Au nom de la modernisation, c'est vrai aussi, mais je pense qu'il faut quand même... Non, je ne pense pas que ce soit au nom de la modernisation. Ah non, attention. Je pense que les gouvernements qui se sont succédés entre-temps n'ont pas vu tout le potentiel économique que constituait le palmier à huile. Ils n'ont pas misé sur ça. Donc tout le monde, tous ceux qui se sont succédés depuis ce temps n'ont pas cherché. Mais Laurent parle de ce à quoi les terres là servent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il faut... Oui, je suis d'accord. On veut faire des routes, on veut faire des logements, on veut faire... Il faut revoir les choses et attribuer ces terres-là qui étaient déjà, sur lesquelles on plantait du palmier et les remettre en place. Moi, je pense, ce qui faisait que le Bénin était premier dans les années 70, il faut refaire, il faut le recommencer. On peut toujours, peut-être même couper les palmiers qui sont là, parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la biotechnologie, les choses évoluent énormément. Peut-être qu'il y a de nouvelles variétés de comment on appelle, il y a de nouvelles variétés. Donc, il faut abattre tout ceci, travailler sur 10 ans pour pouvoir devenir... du gouvernement. C'est ce que je dis. Le gouvernement a sa priorité, a sa politique. Et c'est là notre rôle, c'est d'attirer l'attention sur ce qui est important également. Si aujourd'hui nous manquons d'huile, un pays comme le Bénin manque d'huile, alors que nous sommes, je ne sais pas comment vous le dites, partez dans nos localités, nous sommes des experts en production de comment on appelle l'huile de palme que les autres achètent. Nous le produisons également. Donc pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir dans ce sens-là, leur donner des éléments comment on appelle de réponse, leur dire voilà des moyens qu'on peut utiliser. Il y a des terres qui existent déjà sur ça, il y a des terres qui existent, il y a des emplacements sur lesquels on avait déjà cultivé, où on avait déjà démontré toute notre compétence dans le domaine dans les années 70, c'est le moment de revenir à la charge et de récupérer le terrain au lieu de laisser les autres pays de l'Asie du Sud-Est être les premiers désormais dans le ils n'ont pas lâché. Je crois que j'ai rappelé ce que le gouvernement a écrit dans son PAG2. Et donc, moi, je veux bien que le porte-parole du gouvernement ou quelqu'un du gouvernement monte au créneau pour nous dire où en sommes-nous avec les milliers de superficies d'hectares, en tout cas les milliers d'hectares qui devraient être sur lesquels on devrait mettre le palmier. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On nous a dit aussi qu'on pourrait faire du cacao également.
où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que les gens se sont beaucoup plus concentrés carrément sur le coton, le soja, l'anacade? Parce qu'aujourd'hui, avec le soja, ils produisent de l'huile. Et donc, avec le soja qu'ils ont aujourd'hui, ils ont dû passer ça au second plan. Je pense que le gouvernement doit monter au créneau pour nous dire, au-delà de tout, où est-ce que nous en sommes avec cette promesse qui avait été faite dans le PAG2. Et ça nous permet, si rien n'a été fait, c'est plus que jamais le moment pour le gouvernement de revenir à cette promesse-là, de voir comment aider le peuple, parce qu'au-delà de tout, le Bénin restera après. Le Bénin restera après, et donc est-ce que le dauphin donc, du président de la République restera aussi? On ne sait pas encore, puisqu'il faut matin parle aujourd'hui de Robert Ouadagni, out au Dauphinat ou stratégie politique, le fait qu'il soit donc en voie d'aller à la BAD. Laurent Olantoné. Alors, pour le poste de la BAD, la réunion aura lieu en mai 2025. Ça veut dire que c'est à quelques mois des élections présidentielles 2026. Donc, c'est en 2025 qu'ils vont se réunir et désigner qui sera le président de la BAD. Alors, le plus souvent, quand vous êtes à cette poste de responsabilité, c'est que si vous voulez être candidat dans votre pays, vous devez démissionner. Je ne sais pas ce que disent les tests de la BAD. Mais pour plusieurs institutions, on a pu voir qu'il faut démissionner parce que vous ne pouvez pas être là-bas, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être là-bas et en même temps vous concentrer sur les affaires internes de votre pays et aspirer à d'autres ambitions. Alors, moi, j'ai dit très tôt dans cette affaire que le fait de lui proposer pour, comment vous appelez, ce poste-là, ou bien si c'est lui-même qui s'est opposé, est-ce que ce n'est pas un piège pour le sortir des potentiels, la liste des potentiels candidats pour la mouvance présidentielle? Ou alors, c'est une stratégie, comme le dit peut-être le journal, on le met là-bas et puis après on va vendre ça pour dire il a été président de la BAD et on met ça dans son parcours pour dire que si les gens ont été d'accord de le mettre à la tête de la BAD, c'est que à l'unanimité, au plan international, les gens reconnaissent ses prouesses et ses compétences et que sur cette base-là, les Béninois feraient mieux de voter pour quelqu'un comme ça qui a du respect au plan international. Ça peut être aussi une stratégie. Donc il ira à la BAD en mai et puis revenir pour être candidat en janvier. L'année qui va suivre. Oui, justement, de toute façon, les candidatures seront déposées en octobre. Et dès lors que les candidatures sont déposées, si les tests de la BAD sont comme les tests des autres institutions, il se peut qu'en novembre, ils démissionnent encore. Autrement dit, vous n'êtes pas d'accord pour le quotidien que je vais demander à Dr Boris de vous afficher, qui parle de auto-dauphinat ou stratégie politique. Oui, vous avez abordé la stratégie politique. Mais ça peut être un out. Vous n'êtes pas out. Ça peut être un out. Ça peut être un out parce qu'en réalité, on veut peut-être le mettre hors de cette liste de potentiels candidats. Et là, ça libère le chemin pour d'autres personnes sur lesquelles on veut miser. Mais attendons de voir. Moi, j'estime que si en réalité il devait être candidat à la présidentielle et qu'il doit partir en mai 2025, excusez, pour être président de la BAD, et que c'est en octobre ou novembre 2025 de la même année, il doit encore démissionner parce qu'il veut qu'on se concentre à ça fait une bonne image du Bénin, vu tout le processus qui amène à désigner le président de la BAD. Oui, mais est-ce que c'est à faire de bonne image? Chaque pays est libre de choisir ce qu'il veut. Seulement que le drame, c'est que si jamais il est président de la BAD et qu'il doit démissionner pour être candidat, pas évident que le Bénin retrouve le poste. C'est pas évident, parce que les autres pays ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas accepter ça. Donc, j'estime que, est-ce que cette candidature-là, elle est opportune en ce moment précis, si véritablement il veut être dauphin. Encore que personne ne nous a dit qu'il soit dauphin. Personne ne nous a dit qu'il soit dauphin. Lui-même, jusque-là, lui-même, il n'est pas d'accord du tout qu'on dise qu'il est candidat. Au début, parce qu'il n'avait pas reçu plus ou moins l'onction. de... Ceux qui ont suscité sa candidature, il y a d'autres qui ont été enfermés, interpellés. Il y a d'autres qui ont été interpellés, non? Je vous informe sur le plateau. Les choses évoluent dans les coulisses. Les choses ont évolué, très bien évolué. Ah bon? Je vous en prie. Ah bon? Les choses ont évolué. Et vous allez voir, mais là, je vous dis, les choses ont évolué. Où est-ce que vous avez trouvé cette information? Qu'est-ce qui évolue réellement? Le journaliste ne lit pas sa source. Bon, d'accord. Entre nous, on va en parler après. Vous voulez qu'il dise là où il a eu l'information sur ce plateau, c'est ça? C'est de son droit de ne pas révéler sa source, c'est-à-dire devant les téléspectateurs. Mais entre nous journalistes, après on pourra parler. Mais vous lui avez posé la question devant les téléspectateurs. Oui, j'ai compris. C'est pourquoi je dis j'ai compris. Entre nous, on en parlera après. Mais ce que moi je veux dire par rapport à Ouadagni, c'est que notre confrère a posé une très 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 belle question. Parce que ça résume en fait le débat. C'est soit l'un ou l'un des deux cas. C'est-à-dire, soit il est complètement out au Dauphinat, soit c'est une stratégie. Qui nous a dit que c'est lui le dauphin?
Est-ce que quelqu'un nous a dit ça? Est-ce que le chef de l'État personne nous ne a l'a déjà dit. dévoilé son testament? Nous sommes en train de comment on appelle, spéculer. d'analyser. Voilà, enfin, c'est pas forcément de la spéculation, c'est des Oui, mais analyses c'est que le nous journal, faisons. le quotidien Et quand parle on de analyse- Dauphinat et met sa photo. Pourquoi le quotidien n'a pas mis votre photo? C'est une question. Il dit un out au Dauphinat ou une stratégie politique. Et moi, je dis, ça résume parfaitement le débat. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi le quotidien n'affiche pas vous votre photo et affiche la photo? Non, il ne peut pas afficher la photo. Pourquoi n'affiche pas la photo de notre ministre et c'est lui sa photo? Oui, mais regardez le sous-titre en haut. Romuald Ouadani, probablement à la BAD. Ça résume tout. Si jamais il va à la BAD et que l'objectif est que on veuille le contenter, lui dire, OK, le Dauphinat, ce n'est pas pour toi maintenant. Tu ne fais pas peut-être consensus au sein des proches, la garde rapprochée peut-être du chef de l'État, ceux qui décident véritablement, ou bien même de la mouvance politique, les partis politiques n'ont pas envie que ce soit toi. Oui, on le rassure, tu as fait beaucoup de choses pour nous, tu as fait beaucoup de choses pour ce gouvernement. Tout le temps passé donc à la tête du pays, c'est toi qui as été l'agentier national, c'est toi qui as été la cheville ouvrière de tout ce qui a rapport avec l'économie et les finances. Il est tout à fait normal qu'on puisse t'aider à gravir les échelons dans ce secteur-là, ne serait-ce que sur le continent. On va t'envoyer à la BAD. C'est une bonne promesse, c'est une bonne chose. On le rassure, il se calme. Et là-bas, on appelle aussi celui qui est là-bas président. Oui, si tant est qu'il veut être président, on va l'appeler président. C'est le titre de président qui compte. Donc, il a déjà gagné ça. Donc, moi, je pense que ça peut être ça. C'est un premier pas. Nous sommes en politique, les deux cas sont possibles. Et c'est là où je salue, comment on appelle, le travail de notre confrère. Il a vu juste. Et donc, si on envoie la BAD et qu'il est calme là-bas, bon, c'est bon, le problème est réglé. Donc, celui qu'on veut choisir comme dauphin n'a plus quelqu'un pour dire non, c'est moi, je mérite, ou enfin, pour créer la cacophonie ou c'est de la mouvance. Ça serait donc, voilà, un bon débarras, comme on dit. Maintenant, si c'est une stratégie, ça peut être une stratégie également. On a parlé de comment est-ce que les thèses de la BAD sont. Non, les thèses de la BAD, enfin, ça, c'est pas le plus important. C'est un choix personnel. Si jamais il est élu à la tête de la BAD et qu'à la fin, il a envie également d'être président de la République du Bénin, ça, c'est un choix personnel. Il démissionne de la BAD. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Même si c'est un jour qu'il passe à la tête de la BAD, c'est écrit dans le CV, hein, ça compte. Oui, c'est un élément qui compte véritablement. Et il va dire, voilà, il a pu diriger une banque, et c'est pas un État, enfin une banque panafricaine, une banque régionale, ce n'est pas donc un État, un simple État qui ne va pas diriger. C'est une manière de parler. Le Bénin n'est pas un simple État, je dis ça comme ça, mais ce n'est pas un État qui ne peut pas diriger. Donc, il a les capacités, il a les comment on appelle, le cran pour pouvoir le faire. Donc, c'est un argument qu'on pourra donc exposer aux populations, qui pourra peut-être jouer aussi en sa faveur. Maintenant, j'aimerais demander une chose. Je ne connais pas exactement l'âge de ce monsieur-là. Que dit désormais notre test par rapport à ça? Je lance comme ça le débat. Il a dit à 40 ans dépassé. Voilà, donc ça veut dire que certainement... 40 ans plus 1. Bon. 40... Il n'a pas 39 Non, non, je parle de l'autre débat. Il n'a pas 39 ans plus 1. Il n'a pas 39 ans plus 1. L'autre, c'est 39 ans plus 1. Ça, c'est l'autre débat, ça. Par rapport à l'autre qui est exilé. Mais en tout cas, on reste dans la tranche 40 voilà. ans. Si lui... 110, c'est ça. Si le problème d'âge ne se pose pas, ça peut être une stratégie, je vous assure, ça peut être une stratégie. Nous sommes en politique et tous les coups peuvent être bien peaufinés et permettre aux dauphins de passer comme du couteau dans du beurre sans souci. Oui, c'est possible. Donc, qui sera le dauphin du président? Attendez, est-ce que véritablement... Qui pourra l'aider aujourd'hui? Je pense que le fait de vouloir être président de la BAD aujourd'hui pour Romuald Ouadani, c'est un bon choix. En réalité, rien ne prouve qu'il fera l'unanimité au sein de la mouvance présidentielle, vu son parcours, vu son jeune âge. Et les gens qui sont dans cette mouvance-là, c'est un panier à crabe. Il y a beaucoup de présidentiables. C'est un panier à crabe. Écoutez ce qu'il dit. Non, c'est un panier à crabe. Ils ne vont pas lui faciliter la tâche. Donc, ils ont déjà les pinces bien aiguisées. Il a un avantage. L'avantage, c'est qu'il peut être imposé par le chef de l'État, comme étant son dauphin. Il peut être imposé, je pèse bien le mot, il peut être imposé par le chef de l'État. Mais est-ce que les acteurs que nous connaissons depuis 1990 là, qui ont fait tous les régimes là, sont prêts à faire l'unanimité derrière ce monsieur? N'oubliez pas le cas Zissou, hein, les mêmes très tôt qui se sont désolidarisés de Yahi et l'ont traité de tous les noms. Parce qu'ils vont vous dire, c'est un jeune, comment ce bébé-là qui est venu tout récemment là, qui a fait... Il connaît quoi de réalité. Ils sont prêts par rapport à ça. Encore que la rigueur, quand on dit
qu'on reproche, en tout cas, les gens lui reprochent une certaine rigueur au ministère des Finances, qui fait que certains acteurs parmi eux, qui vivaient des facilités, des failles du ministère des Finances, n'ont plus ça. Les biberons ont été coupés, même dans la mouvance. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Donc, fondamentalement, est-ce qu'il fera l'unanimité? Les gens seront prêts à s'allier derrière Romuald Wardani. Si lui-même se lève pour dire qu'il est candidat, ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné d'avance. Par contre, parce que n'oubliez pas que déjà, je ne vais pas citer, il y a déjà guéguerre entre lui et certains acteurs du Koufo, certains acteurs du Koufo qui estiment que non. C'est possible. C'est pas c'est possible. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai été contacté pour ça, par plusieurs acteurs qui ont voulu que je fasse le jeu avec eux pour combattre Romuald Wardani. Et je le dis en faveur de qui? Je ne veux pas dire. Il a dit mono. Pourquoi vous voulez qu'il cite des noms? Je ne vais pas vous donner des détails. Oui, puisqu'il y a pourquoi vous citez des noms maintenant? Du Koufo. Ah, d'accord, ok. Et comment vous appelez? Il y a beaucoup de gens. Le ministre Dato est du Koufo. D'accord, ce soit il faut qu'on soit bien informé. c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que déjà dans la région là-bas, là, il ne fait pas l'unanimité déjà, c'est pas facile. Il ne fait pas l'unanimité déjà dans cette région. Allez maintenant élargir ça au niveau du parti politique, ce n'est pas évident. Maintenant, s'il se contente de son poste là, à la base, et que Dieu merci, il est béni, qu'il a ce poste là, il n'a qu'à se contenter de ça. Parce que j'estime que véritablement, c'est peut-être, comment vous appelez ça, c'est une opportunité pour lui d'aller peut-être faire ses expériences là-bas et que peut-être 5 ans après, qu'il revienne être candidat. Pourquoi vous me devancez? C'est la question que je voulais poser. Est-ce que ce ne serait pas bon pour Romuald Wardani, le ministre Romuald Wardani, avec l'expérience qu'il a eu à montrer, avec la dextérité avec laquelle il a dirigé le ministère des Finances, est-ce que ce ne serait pas bien pour lui d'aller à la BAD, d'accord, de faire 5 ans là-bas et de revenir maintenant candidat? Moi, je pense que c'est un Béninois qui a le droit. Permettez, c'est un Béninois qui a le droit d'être. Il a tout le droit d'être candidat. Il respecte. Non, on n'a jamais dit ça. Je dis, est-ce que ce ne serait pas comme du bon vin? Il ne reviendra pas en 2000. Plus bonifié, vous l'avez dit. Plus bonifié. Voilà. Et moi, je vais vous dire, comment on appelle, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut compter. Peut-être que lui, dans cette logique-là, il estime qu'il est déjà suffisamment, comment on appelle, aguerri pour diriger le Bénin. Il connaît désormais les rouages de comment on appelle, de la gestion de l'État. On n'est pas contre cela, mais nous, on est en train de dire, est-ce que ce ne serait pas bien, quoi? Moi, je vois que ce serait bien. Ce que je vous exprime, c'est que ça dépend de lui, en fait. Ça dépend de lui. Ce n'est pas à nous de lui donner le conseil d'aller se bonifier quelque part d'abord. Ça dépend de lui. Si lui, il estime que bon, il est déjà suffisamment bon et qu'il arrive à convaincre tous ceux qui sont dans la mouvance présidentielle aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué pour lui, ça sera compliqué pour lui. Il y a beaucoup de présidentielles dans les différents partis de l'opposition, enfin, de la mouvance présidentielle. Donc, il aura du mal à les convaincre si jamais c'est ça sa volonté. Voilà, peut-être que la BAD aujourd'hui vient pour être un poids important dans, comment on appelle, dans ce qu'il va déposer comme argument. Voilà, dans ce qu'il va déposer comme argument devant ceux qu'il a envie de convaincre. Ce n'est pas, voilà, c'est possible aussi. En 4 mois ou en 6 mois qu'il peut faire des expériences de la BAD et venir les vendre au Bénin. Ah, vous n'en savez rien. Peut-être qu'il profite déjà des stratégies. Quand il sera à la tête de la BAD. Suivez ce qu'il a dit. Et venir les vendre au Bénin. Ils peuvent aller vendre ça au Togo, mais pas au Bénin. En fait, suivez ce qu'il a dit. On connaît les Béninois, c'est ce qu'il veut dire. S'il est président de la BAD en mai 2025, et que c'est en novembre 2025 qu'il vient vendre ces expériences de la BAD, ça ne marchera pas aussi facilement au Bénin. Il peut aller faire 5 ans et revenir. Maintenant, quand vous dites que s'il veut être candidat, écoutez, sous Patrice Talon, là, il n'y a pas de je veux. C'est quand Patrice Talon veut, vous l'avez dit? C'est quand il veut. Ah bon? Oui, mais pour la mouvance peut-être. Oui, c'est ce que vous. Oui, mais voilà, il est dans la mouvance, non? Ok. Voilà, il peut se lever maintenant pour dire je suis candidat et se permettre certaines choses. Vous pensez, c'est pas évident. Donc c'est pour vous dire que si, et c'est pourquoi je dis au départ que je pèse mes mots, s'il est imposé, et compte tenu de la maîtrise que, en tout cas relative, parce que d'ici 2025, cette réalité peut changer, la maîtrise du chef d'État par rapport aux acteurs politiques actuellement, si ça ne change pas, ça peut passer facilement. Mais si entre-temps, les acteurs que nous connaissons à partir de 2025 commencent pas à avoir les langues déliées, qu'on connaît comment est-ce que l'écosystème change au fil du temps, il se peut que ce choix-là ne soit pas le choix des gens de la mouvance et qu'ils lui mettent véritablement des bâtons dans les roues. Par contre, cette chance qu'il a d'aller à la BAD aujourd'hui, s'il y va pour 5 ans, pendant que les autres gèrent et qu'il est là-bas, il a le temps peut-être de faire ses preuves. Non, moi, c'est une analyse que je fais. C'est ce que moi je vous explique. C'est parce que vous considérez ça comme une chance aller à la BAD. Peut-être que ce que lui considère comme une chance pour lui, c'est être président du Bénin. C'est ce que je vous dis. C'est là où tout le débat se pose. Si vous n'avez pas la certitude, si lui il estime que c'est être président du Bénin qui lui, c'est qui va le permettre d'être, et c'est pas moi, complètement réalisé, accompli, il se dit bon, j'ai fait ce que je voulais.
Si c'est ça qui lui tient à cœur, s'il n'a pas la il certitude, voudrait être président du Bénin plutôt que d'aller là-bas. Enfin, chacun avec s'il son- n'a pas la certitude Bon. d'avoir l'adhésion des acteurs politiques ici, et que déjà dans les régions, en tout cas les régions proches à lui, il a déjà combattu, le mieux c'est de peut-être parfois sortir du système d'abord, aller faire ses preuves ailleurs, et après revenir se vendre cher. C'est une... Étant donné qu'il ne s'est pas encore déclaré. C'est une possibilité. Étant donné qu'il Maintenant, s'est pas tout encore ça là, déclaré, il n'a jamais dit qu'il est dauphin de Patrice Voilà. Talon, et personne ne nous a dit qu'il est dauphin de Patrice Talon. Voilà. Mais je crois que les choses se dessinent. Hein. Dans certains états-majors, des choses se disent. Son nom sort de temps en temps. Des choses se font. Et lui-même, peut-être qu'il a tenté de convoquer quelqu'un à la criette. Je suis sûr que si vous lui dites de le faire ça encore lui, il vous dira jamais, je ne ferai plus jamais ça. Ah bon? Bon. Très bien. Alors, on va parler d'un autre sujet. Oui, on va finir. Hein. On va parler de quoi, Laurent? Est-ce qu'on va parler de l'arrestation, soit 10 ans, de Louis-Philippe Bourdon, ou bien on laisse et puis on passe à autre chose? On peut dire les deux ensemble. Si on va parler... Parce que ça défraie aussi la chronique par rapport à Louis-Philippe Ndéon, parce que lui, il a occupé les réseaux sociaux pendant un bon moment. Il a dit tout ce qu'il voulait sur les réseaux sociaux. Il a dit des choses qui, peut-être, peuvent pousser certaines personnes à vouloir en savoir plus, à vouloir dire, ah, mais nous sommes dans un état de droit. Dans d'autres pays, plus comment on appelle, plus structurés, peut-être mieux que le nôtre, où comment on appelle, les pouvoirs sont véritablement séparés, je veux dire, d'autres éléments de la justice, d'autres professionnels de la justice, d'autres grands, comment on appelle, tenants du pouvoir judiciaire dans ces pays-là, peut-être auraient pris, comment on appelle, la résolution eux-mêmes de le poursuivre. Parce que tout ce qu'il racontait sur les réseaux sociaux, on pourrait lui dire, mais écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous savez totalement? Monsieur Ouma, il ne raconte pas. Il se prononce par rapport à l'actualité. Oui, c'est ce que je disais, à l'actualité, en se référant à des faits passés, à des faits sous le régime, comment on appelle, le régime passé. Donc, d'autres auraient pu se lever comment on appelle, se décider eux-mêmes, sans que même la plainte vienne de quelque part, et dire, ok, moi je suis tenant du pouvoir judiciaire, monsieur, je vous ai entendu dire telle chose, dites-nous tous les détails. Bon, et puis c'est quelqu'un qui connaît le droit aussi. Hein. Normalement, il ne devrait pas être inquiet par rapport à ça. Quand tu dis des choses, il faut pouvoir, à un moment, pouvoir le redire aussi devant la justice. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il craint? Moi, je ne sais pas. Il connaît la justice. Il a dit qu'il craint quelque chose, il n'a pas dit. Oui, mais avec ce qu'on lit là, c'est qu'il craint les menaces. Il y a eu même des propos, je crois, récemment encore de lui sur les réseaux sociaux. On va se poser la question par rapport à la sortie de Louis-Philippe Ndéon. Est-ce que dans sa sortie, il a diffamé? Non, moi je ne parle pas de diffamation. Parce que vous avez dit qu'il a dit des choses graves. Assez vous voulez, assez graves. Comment on appelle, vous avez fini, laissez-moi revenir. Est-ce que Louis-Philippe Ndéon, en parlant, a diffamé? Est-ce qu'il a dit des contes vérités? Est-ce qu'il a dit des choses qui portent atteinte à l'honorabilité de tel ou tel acteur politique? Il a fait une analyse. Pourquoi est-ce qu'il craint alors une arrestation? Est-ce que vous l'avez vu parler quelque part pour dire qu'il craint une arrestation? Il n'a pas dit qu'il craint son arrestation. Il n'a jamais dit ça. Sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui est, je crois, son porte-parole ou je ne sais pas quoi. Écoutez, et puis, mieux, hein, est-ce que véritablement, en l'État, le fait de donner son avis sur une réforme est déjà criminel, un crime commis ou un délit dans un pays, dit que la réforme concernant la police républicaine et la gendarmerie, c'est flagrada là. Vous pensez que c'est déjà un crime qu'on commet? Moi, j'estime véritablement... Allez réécouter ces audios. Moi, j'ai suivi bien les... Allez bien réécouter. Écoutez, c'est parce que dans ce pays, nous n'aimons pas la vérité. Nous n'aimons pas ceux qui disent la vérité et nous n'aimons pas ceux qui font l'effort de dire la vérité pour nous aider à nous corriger. C'est tout le problème que nous avons dans ce pays. Parce que ce que Louis-Philippe Ndéon a dit, je ne partage pas cette sortie. J'ai eu la chance de le dire au cours de l'émission sur la radio nationale pour dire, en réalité, de sa position, il doit éviter certaines sorties parce que certaines sorties peuvent être... Pourquoi il devrait les éviter? Non, attendez, parce que cette sortie, parfois, peuvent être des pièges pour lui. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas été d'accord. Mais au-delà de tout, quand on analyse le contenu de ce qu'il a dit, est-ce que cela suffit maintenant pour qu'on veuille... Moi, je n'ai pas encore eu officiellement une information selon laquelle on veut l'arrêter. Et donc, c'est les journaux qui l'ont écrit. Attendons de voir de la suite. Mais j'ai toujours... Il paraît que c'est un média togolais qui aurait dit qu'on veut l'arrêter. Et bizarrement, les internautes ont dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Comment ce média a eu l'information? Voilà, parce qu'on relaie... Non, mais le problème aussi, c'est que les médias béninois, notamment la presse écrite, beaucoup vont relayer.
sans pouvoir chercher à vérifier, sans pouvoir chercher à l'écouter. Et nous allons relayer ça et créer une certaine tension, en tout cas, dans le pays. Moi, j'estime véritablement que, pour le moment, il n'y a pas encore péril à la demeure. Attendons de voir si véritablement il sera interpellé. S'il est interpellé, ce qu'on lui reproche, on dira. Mais si ce n'est que sur l'émission, là, sa sortie là, si son avis sur les réformes et un certain nombre de choses on veut l'interpeller, moi je pense que, attention, nous devons faire très très attention parce que les gens observent très bien le Bénin et au plan international, nous devons pouvoir travailler à éviter d'interpeller à tout vent ceux qui ont le courage de donner leur part de vérité, de donner leur avis. Oui, mais ce que moi je veux dire, s'ils ne diffament pas, s'ils ne portent pas atteinte à l'honorabilité de quelqu'un, ou chef de l'État, ou des acteurs politiques, s'ils ne critiquent pas pour critiquer, s'ils ne suivent pas n'importe comment, je pense que le mieux, c'est de prendre ce qui est bon dans ce qu'il a dit là, et de mettre ça en pratique. Et nous allons évoluer. Moi, je pense que quand on a occupé d'aussi hauts postes, notamment en ce qui concerne la sécurité et la défense, on se doit de rester réservé sur un certain nombre de choses. On ne vient pas déballer sur la place publique, ne serait-ce que même comment on appelle, l'environnement dans lequel, par exemple, les réunions ont lieu simplement. Voilà, c'est une manière de parler. Donc, on a vu Candidat Zanaï, farouche, opposant au président Patrice Talon, mais vous ne l'entendrez jamais dire des choses sur la défense du Bénin, alors qu'il a été ministre délégué, pas aussi grave que par exemple l'autre. Non, ça dit des choses suffisamment graves. Vous êtes à l'extérieur ou vous êtes au Bénin? Ne faites pas semblant. Ce n'est pas du semblant. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Il faut dire des choses suffisamment graves. Et pourtant, Azanaï dit des choses suffisamment graves. Dit qu'il ira chercher le chef de l'État. Vous ne pensez pas que c'est grave ça? Voilà. Donc, c'est là où on ne se comprend pas. Dit des choses qui choquent. Ça, c'est différent. Prononcer des phrases qui choquent, ça, c'est différent. Dès l'instant où on ne diffame pas, ça, c'est autre chose. Moi, je vous dis, déballer des choses sur ce qui a rapport avec la défense, ce qui a rapport avec le sommet de l'État. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On a droit de garder le silence lorsqu'on est occupé de très hautes fonctions. Il y a des choses que vous allez dire et que le commun des mortels va prendre, comment on appelle, à la lettre et vouloir agir par rapport à ça. C'est ce que je dis. Faites très attention. C'est un ex-général, je crois. Hein. Donc, le sommet de l'État, il connaît. Le sommet de la défense nationale, il connaît. Le sommet de la sécurité nationale, il connaît. Donc, on ne déballe pas certaines choses comme ça. C'est ce que moi, je voudrais dire. Je ne suis pas contre lui. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de permettez-moi, je ne vous arrête pas. Je ne vous arrête pas. Permettez-moi, Laurent Roland-Tonekes, Oumar Andjou. Vous avez parlé de Jérémy Desjans qui a donné des explications par rapport à l'UL. Il va appeler la régie dans quelques minutes si tout va bien pour que en quelques minutes on puisse échanger avec lui et comprendre un certain nombre de choses. Donc si le téléphone sonne à la régie, il faut savoir que c'est Jérémy Desjans qui est en ligne, oui, qui serait en ligne. Donc on va continuer en attendant qu'il nous appelle. Je pense que Luc Philippe Goudéon a été un flic assez redoutable. Et peut-être que ça... Lui, il a mis des gens derrière les barreaux. Attendez. Grâce à cette même justice. Non, il n'a pas mis les gens derrière les barreaux de façon injuste. Quand je dis... vous ne pouvez pas le dire comme ça. Non. Que chaque régime, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Roland? Il n'a pas mis des gens... Qui c'est qui est injuste, qui n'est pas injuste? Donc c'est ce régime seul qui est injuste et les autres régimes n'étaient pas injustes. Non, mais c'est ce que vous voulez me dire. C'est ce que vous voulez me dire. Lui, il connaît la loi. Il connaît la loi, il sait comment ça se passe. Il y a des choses qu'on ne vient pas dire sur la place publique. C'est ce que moi je dis. Oui, allez-y. Permettez-moi, on va observer une coup de